Donc j'ai commenté la deuxième partie de la série de vidéos No Limit, en No Limit 1000 Short Handed, avec une orientation assez forte, stats et interprétation des stats face à des régulars et à des non régulars. Alors comme j'ai dit dans la première vidéo, le HUD est beaucoup plus fourni que dans mes précédentes vidéos. L'idée, ça reste quand même d'avoir une lecture assez globale de l'adversaire sans que le HUD devienne complètement illisible. C'est pour ça que, par exemple, dans la deuxième ligne du HUD, ici, donc le 11% de Mario Kart correspond au check raise flop, et j'ai assimilé ça de manière générale à un raise flop en position ou un check raise flop hors de position. Je pense que les deux stats sont vraiment extrêmement corrélés, et si jamais un joueur flotte énormément les flops en position et à l'inverse check raise beaucoup plus souvent hors de position, je pense que je m'en apercevrai assez vite pour qu'il n'y ait pas besoin de trop charger le HUD avec des stats de ce style assez corrélés. L'autre point sur lequel je voulais revenir avant de commencer le commentaire, c'est l'aspect relatif des stats voilà, donc par rapport au VPIP, au preflop raise. Alors je l'ai un peu mentionné dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que par exemple ici en haut à gauche, Pactas a 19% de showdown de vue et en manière assez générale, c'est un pourcentage, une fréquence assez faible de showdown de vue, mais en même temps il faut relativiser par rapport à son VPIP de 60, donc qui signifie qu'il voit énormément de flops. Donc le nombre de showdown de vue sera assez élevé, et c'est pour ça que le troisième barrel ici avec top pair no kicker était justifié. Et ça, je l'ai pas mentionné non plus, j'ai pas mentionné dans la précédente vidéo, mais le fold sur 3 bêtes est aussi à relativiser par rapport au VPIP et au preflop raise. Donc ici, Mario Kart a un preflop, un fold de 3 bêtes de 60%, ce qui est pas négligeable. Et il y avait une main dans la vidéo précédente, donc pour ceux qui l'ont pas vu, où j'ai 3 BT As-Dame offsuit au spot blind face à son ouverture UTG plus 1. Et j'avais dit que vu son pourcentage de fold de 3 bêtes, c'était pas forcément standard et qu'un call était peut-être meilleur. Mais après avoir réfléchi sur ce sujet, il faut vraiment relativiser au VPIP et preflop raise. Avec un preflop raise de 24, 60% de fold de 3 bêtes, ça signifie qu'il va quand même pas mal flatter les 3 bêtes, même avec un pourcentage de 4 bêtes assez élevé. Évidemment, ce serait très différent face à un joueur 20-16, où là, 60% de fold de 3 bêtes signifie qu'il aura un range de flat très serré. Alors j'ai commencé donc le commentaire de la session exactement là où on s'était arrêté. Donc ici en bas à droite, je décide de call 4BT en bluff avec valet 10 offsuit. Donc évidemment la situation préférable pour call 4BT, c'est lorsqu'on fait face à une ouverture d'un cutoff assez lag et d'un 3-bet d'un bouton qui aime bien 3BT light. Ici, on est à 5 joueurs et UTG a ouvert et UTG plus 1 à 3BT, ce qui est un peu moins favorable, mais ça a aussi un aspect, l'avantage que le 4-bet sera certainement plus respecté. Alors ici, les stats vraiment des joueurs sont idéales pour faire un call 4-bet, à savoir un joueur lag qui ouvre en premier et un light 3-better qui 3-bet. Il faut aussi faire attention aux stats de fold sur 4-bet dans cette situation, c'est-à-dire que certains joueurs vont flatter le 4-bet énormément en position dans cette situation, ce qui est évidemment pas idéal pour les calls 4-bet bluff. Alors ici, on voit qu'il n'y a pas de data de stats sur les folds sur 4 bêtes. Donc il n'y a pas de raison de penser qu'il va flatter énormément sur ce type de 4 bêtes.
Alors ici, évidemment, je fold 5-2 suited au cutoff, ce qui est évidemment super standard. Je voulais simplement mentionner que ici, sur ma gauche, on a un joueur donc a priori très médiocre, avec des stats très très loose, et plutôt passif probablement. Donc c'est un joueur contre lesquels on va vouloir jouer énormément de mains, même hors de position. Mais évidemment, il faut aussi avoir conscience des autres joueurs dans cette situation. C'est-à-dire que ici, si je joue au cutoff énormément de mains, je vais devoir souvent faire face à un 3-bet du big blind qui est un light 3-better assez lag. Donc c'est vraiment pas une situation où je devrais énormément élargir mon range d'ouverture au cutoff. Évidemment, je vais énormément jouer mes boutons dans cette situation, ou encore élargir encore plus mes boutons, sachant qu'au big blind j'aurai un joueur relativement tag, relativement nitty, peu de 3 bet light. Donc je vais ouvrir énormément de boutons, sachant que je vais jouer en position contre le joueur assez médiocre, et évidemment quasiment tous mes small blinds, même si je suis hors de position, faire face à un joueur faible, je pense, et rend l'ouverture d'une grande majorité de mains profitables. Mais vraiment au cutoff ici, c'est pas une situation où je vais énormément élargir mon range d'ouverture. Ici à nouveau une possibilité de call 4 bet avec dos suited au big blind. Donc là encore évidemment une situation encore plus intéressante en termes de position, avec ouverture du bouton et 3 bêtes du small blind. Alors le small blind 3 bêtes relativement light, mais bon, il reste assez tag, donc le call 4 bet bluff va pas être aussi intéressant. Alors en haut à gauche, situation standard de 3 bêtes au small blind avec As-3 suited. On peut actuellement être tenté de flatter ici dans cette situation, sachant qu'on fait face à un joueur assez tag. Mais j'aime vraiment pas du tout le flat hors de position avec As-3, même suited. Et on a besoin, en termes d'équilibre de range, d'avoir le plus de mains possible, capable de 3BT avec l'intention de stacker pré-flop. C'est évidemment le cas de As-3 offsuit et As-3 suited. Et on veut aussi pouvoir de temps en temps slow player paire d'As, voire paire de roi. Et donc on a besoin vraiment de 3BT tous les As-Roi selon moi dans cette situation. Alors en bas à droite, j'ai simplement flatté au big blind. Je pense que c'est tout à fait standard de flatter ici. Je pense que le squeeze est nettement moins V positif face à une ouverture UTG même à 5 joueurs. C'est vrai que l'ouvreur UTG est relativement lag, donc on peut se demander si c'est pas un squeeze pour value, sachant qu'il défend pas mal sur les 3 bêtes, mais malgré tout je pense que ça reste trop fine comme play, et je pense que roi valet suited par exemple, on pourrait être définitivement squeezé face à ce type de joueur assez lag pré-flop et qui défend pas mal sur les 3 bêtes. Alors je vais revenir sur la main en haut à droite, donc où j'ai flatté de manière assez standard pré-flop le min-raise Mario Kart qui a ouvert UTG. Donc Mario Kart assez lag sur ses ouvertures pré-flop, qui min-raise de toutes les positions. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à faire que de flatter le flop ici, de faire un pile au flop. J'appelle pas ça un flow dans le sens où essentiellement on veut avoir un free showdown où on va quasiment jamais faire de play par la suite avec l'intention de voler le pot.
Ici, on joue clairement le fait que notre équité face à son range de ses bêtes est largement profitable. Euh, Éventuellement, enfin, si on décide de bluffer ici, c'est essentiellement pour faire folder As-Dame, As-Roi, donc ce qui est un range de, de mains bluffées beaucoup trop restreint. Si le board n'était pas Rainbow, on pourrait éventuellement barreler Turn River si un troisième, si la possibilité d'une couleur arrive au turn, ce qui offre évidemment plus de possibilités de fold equity. Mais s'il est vraiment hors de question de tourner sa main en bluff, alors c'est vrai que c'est un joueur qui de barrel turn énormément, donc c'est typiquement le genre de main où on sera obligé de suivre flop et turn une fois qu'on décide de suivre flop. Mais malgré tout, en termes d'équité, je pense que notre équité, même sur un deuxième barrel turn, sera largement suffisante pour rendre le call profitable. Alors avec l'As au turn, bon évidemment il est hors de question de relancer, sachant qu'il aura pas mal de bluffs dans son range. Après en termes de sizing, c'est vrai que il y a la possibilité d'un sizing tel ici face à ce type de joueur qui aura tendance à miser beaucoup plus avec ses semi-bluffs et ses bluffs avec R. Je pense qu'il va énormément bluffer au turn, mais je pense qu'il va jamais, même s'il fait systématiquement des mises très faibles au flop, je pense qu'il fera jamais de mise faible de ce type avec des bluffs ou semi-bluffs pour maximiser sa fold equity au turn. Donc on peut se poser la question du raise pour value ici au turn, sachant qu'il peut très bien avoir un as dans son range. Lorsque j'ai joué cette main, évidemment pour moi il était hors de question de relancer au turn, sachant que ça ferait fuir tous ses bluffs. Mais vu son sizing, il n'est pas complètement impossible qu'il ait aucun bluff dans son range une fois qu'il mise si petit au turn. Auquel cas, je pense que As-Valet a suffisamment de value et pour raise et turn, sachant qu'il va jamais folder un as sur ce turn évidemment. Alors il barrel river, donc avec la moitié du pot. Donc personnellement pour le sizing, j'ai vraiment pensé que c'était très souvent As-6 qui décide d'avoir un peu de value d'une pocket pair par exemple, qui a décidé d'être tenace post-flop. Dans la précédente vidéo, on a vu une main où j'avais suivi 3 barrels avec une pocket pair justement un peu d'une manière assez similaire en termes de board. Donc vraiment dans mon esprit je pensais qu'il y avait assez souvent un as ici, no kicker, éventuellement as 10. Vu son sizing qui reste quand même relativement faible, et je pensais qu'avec as dame ou as roi il aurait fait un sizing supérieur, et évidemment un 9 a fortiori. Donc j'ai décidé de relancer la river. Donc évidemment c'est un move assez fine, mais c'est un joueur qui a donc combat qui a 32% de showdown, donc c'est vraiment pas le genre de raise où il va régulièrement folder un as ici. Je pense qu'il va quasiment jamais folder un as, même as 3 suited par exemple. Donc je pense que vraiment c'est essentiellement savoir si notre main a une équité suffisante face à son range de value, sachant qu'il va folder quasiment jamais sur ce raise river à mon avis. Donc vu son sizing, j'avais dans l'esprit qu'il y avait assez rarement as-dame as-roi, donc le raise était vraiment V positif. Alors il s'avère qu'il avait as-roi dans cette situation, donc évidemment ça rend mon raise assez fine, probablement V négatif. Donc là c'est typiquement, il faudra utiliser Poker Stove, mais a priori je pense que As-Valet est trop fine et As-Dame reste profitable en termes de relance river. Et là encore je pense qu'un 9 quand même aura un sizing plus important dans cette situation, même si c'est pas certain vu qu'il a joué As-Roi de cette manière. Mais donc sur cette main, je pense que
si on vraiment fait confiance en son sizing tel, on aurait pu relancer turn, ce qui a priori encore une fois horrible contre un joueur standard, sachant qu'on a absolument pas envie de lui faire folder ses bluffs qui seront assez majoritaires assez importants en termes de range sur un deuxième barrel ici. Alors je vais revenir, je sais pas si cette main est intéressante, je l'ai pas vraiment aperçu. Donc avec Dame Valley of Suit, je complète small blind évidemment. Donc sur un limp assez étonnant du joueur All 16. Et je décide de leader ce flop. Je pense que les deux sont envisageables. Je sais pas trop sa manière de jouer sur un limp pré-flop. Peut-être que c'est un misclick, je sais pas. Il a 100% de ses bets, donc ça peut éventuellement indiquer le fait qu'il va assez souvent miser ce flop s'il se fait face à deux checks, y compris avec tout son range de R, ce qui rendrait évidemment le check call plus intéressant qu'un lead ici. Alors donc en bas à droite j'ai flatté l'ouverture au cutoff avec paire de 4 boutons, ce qui est super standard. Je pense qu'un 3-bet n'a pas vraiment de sens en position dans cette situation. Et là encore je call au flop. Là encore je pense qu'en termes d'équité on a trop d'équité pour faire autre chose que coller. Évidemment relancer n'a pas de sens du tout. Et sur un deuxième barrel je pense que j'ai un fold facile vu ses stats. Donc on voit qu'il a 30% de deuxième barrel turn, ce qui est relativement faible pour un régular. Donc évidemment je vais resserrer énormément mon range de call sur un deuxième barrel face à ce type de joueur. Alors, je vais revenir sur la main 7-6 suited, donc face à Real Bluff qui est le joueur évidemment le plus faible a priori sur ces tables. Donc j'ai ouvert 6-7 suited au cutoff, donc là une main complètement légitime, même si c'est pas une position idéale avec le big blind assez aggro. Donc là je fais un continuation bet standard sur un board très dry où il va folder énormément de mains au flop. Alors bon, c'est un joueur très loose, donc il aura aussi pas mal de float et de pile au flop. Donc la question c'est est-ce qu'on a envie de barrer les turns pour value, est-ce qu'il y a suffisamment de barrer les turns pour value, sachant qu'évidemment il va jamais folder un as dans cette situation. Il aura rarement une pocket pair supérieure, mais il est peu probable qu'il fold, même sur un troisième barrel, une pocket pair supérieure. C'est pas vraiment le genre de main où on a envie de transformer, on n'a pas envie de transformer sa main en bluff face à ce type de joueur. Donc la question c'est est-ce qu'on va check coller et induire un bluff face à ce joueur ou faire un deuxième barrel pour value face éventuellement à des pocket pairs, enfin value protection. Je pense qu'il y a quand même assez peu de value protection sur ce turn. Il peut avoir des gut shots dans son range qui va folder au turn. Je pense que éventuellement paire de 3, paire de 4 va suivre un deuxième barrel, mais c'est à peu près tout ce qui va suivre un deuxième barrel. Même un 5 ou un 2 vont je pense folder, même paire de 6 a priori. Donc j'ai décidé de check coller au turn et donc être en mode induire un bluff face à un joueur très médiocre. Donc alors le sizing laisse plutôt à penser un sizing pour value avec la moitié du pot au turn et la river. Mais en même temps évidemment ça donne des cotes du pot beaucoup plus intéressantes.
Donc sachant que c'est un joueur inconnu, je peux pas me baser sur le sizing pour décider qu'il a essentiellement un range de value ici. Et typiquement, ce genre de joueur, un range très polarisé de value, a priori, c'est pas certain qu'il value un As à la river, SX à la river. Donc je décide de check-coller river également. Et il avait décidé de transformer paire de 3 en bluff, ce qui est assez étonnant. Mais voilà, enfin, je pense que c'est le genre de move assez classique entre un joueur assez médiocre qui va piler pas mal de flops et qui va faire des bluffs assez stupides par la suite. Là en bas à gauche, je pense que c'est un raise vraiment standard pour valeur face à un limper très loose. Et évidemment, je sais bet pour value ce board. Je pense que slow payé n'a vraiment pas vraiment de sens face à un joueur qui est très loose. Donc là encore, je défends au bouton une ouverture, un min raise de Mario Kart au bouton. Avec Roi 10 offsuit, c'est quand même beaucoup plus marginal que As Valley offsuit tout à l'heure. Bon, le fait le fait qu'il min raise et donc le fait qu'il nous donne des ratios stack pot plus importants rend un range de call au bouton plus important, plus profitable. Donc ici évidemment je fais aucun move sur ce pot. Alors en bas à droite, une main assez curieuse. Donc j'ai relancé donc Roi Dame offsuit UTG à 5 joueurs, ce qui est évidemment standard, et je décide de flatter face à un 3 bet du Big Blind. Alors le flat est pas standard face à un régular type 20-16 avec 7 ou 8% de 3 bets. Mais un joueur de ce type, donc très line, 10% de 3 bets, je pense que le flat, même avec ses positions relatives, donc UTG contre Big Blind, où a priori il a quand même un range assez serré, je pense que le flat reste profitable. Donc évidemment l'idée ici est de flatter le c-bet et de shove sur le turn deuxième barrel, sachant que il a un pourcentage de c-bet énorme et un pourcentage de deuxième barrel énorme. Je pense qu'il n'y a pas d'autre ligne qui soit plus profitable que celle-ci face à ce type de joueur. Alors une fois qu'il check le turn, je pense que c'est un barrel turn enfin une miss turn pour value protection assez automatique. Il y a vraiment, je pense que faire du pot de contrôle ici serait complètement stupide avec une main aussi forte, malgré la présence de la couleur possible. Sachant qu'il peut évidemment l'idée, c'est l'idée d'une mise assez faible pour lui donner l'illusion de fold equity. Évidemment, avec l'intention de coller un shove, il pourrait très bien shover en semi-bluff avec des mains type As de pique X. Il pourrait évidemment shover moins pour value avec une dame, etc. Donc je pense que la ligne employée est assez standard, mais je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur le fait que ce soit la ligne la plus profitable face à ce type de joueur. Donc il check raise sans shover ici. Et je décide de partir à tapis. Je pense que flatter, vu les stacks restants, n'a pas vraiment de sens. Et lui donner une carte gratuite avec un pic où il peut éventuellement check fold des rivers, je pense que ça n'a pas vraiment de sens. Même si de son temps il sera en bluff pur et drawing dead et barrelera river quand même.
Alors en bas à gauche, je suis un peu dans la même situation que tout à l'heure, où, où donc j'ai ouvert au cutoff et je me retrouve en heads up face au real bluff, au bouton qui a flatté pré-flop et au flop sur un board hauteur As. Alors je décide de barreler le turn pour, je pense que on peut éventuellement utiliser la même ligne et check coller avec pour induire un bluff, sachant que hauteur roi sera très souvent, je pense, et devant son range de call au flop. Mais je pense que c'est une main aussi qui a besoin de pas mal de protection face à tout son range de pile au flop. Et donc à river, je décide je dois décider en gros entre check call, check fold et value bet. Je vais décider de value better ici. Je pense que bon, ça c'est évidemment très très fin. Je pense que j'aurais préféré check call dans cette situation. Bon, je pense que les trois possibilités sont assez proches l'une de l'autre. Face à ce type de joueur, bon, enfin, le value bet peut paraître super fin, mais je pense il peut très bien avoir des pocket pairs qui ne lâchera pas à river sur un board assez relativement drawy, même si le tirage de couleur touche à la river. Après, je pense que check call est assez standard sur un board, encore une fois, où il ratera, où pas mal de tirages vont rater, et il aura un range extrêmement polarisé à la river. Mais il peut y avoir un phénomène de dynamique ici, même face à un joueur assez médiocre, où il sera beaucoup moins tenté de bluffer river, vu que je l'ai collé très très light sur la main précédente. Donc, au vu de l'ensemble de l'historique, du faible historique qu'on a eu et de ses rangs, je pense qu'ici on aurait pu check fold des river. Mais encore une fois, je pense que c'est close entre value bet avec moins d'un pot size bet left, check coller et bluff catché ou check folder. Donc ici j'ai décidé de flatter paire de 7. Personnellement je pense que c'est très très close entre fold et call face à un joueur de ce type, 27-19 avec 6% de 3 bêtes. Honnêtement je pense que le fold est légèrement supérieur au flat, même si ça peut surprendre pas mal de gens. Les pocket pairs de ce type jouent vraiment assez mal dans les pots 3BT où on fera face à pas mal d'agressions. Alors le point positif, je pense, qui rend le flat peut-être profitable pré-flop, c'est le fait qu'il barrel pas énormément flop et turn a priori. Donc 47% de ses bêtes et seulement 33% de deuxième barrel au turn. Vraiment les pocket pairs jouent très mal contre des joueurs qui ont un range pré-flop relativement serré, mais en même temps qui sont assez aggro post-flop. C'est des situations où il est sans doute pas profitable de flatter un 3 bet avec une paire de 7 et moins. Mais contre un joueur qui barrel pas énormément flop, turn, on peut envisager de flatter ici. Et c'est certainement cet aspect-là qui m'a fait faire penser que le flat était profitable pré-flop. Après river, bon, on voit qu'il s'ébête pas
énormément. Et je pense que le fold river, vu son sizing qui est vraiment très orienté value bet, encore une fois ça donne des cotes plus intéressantes, mais je pense que c'est un sizing quand même qui est très très souvent de type value bet par un régular. Donc j'ai décidé de fold des river, même si ça peut paraître assez tight comme fold. Évidemment, si face à ce joueur, j'ai l'historique de mise comme ça de ce type devient assez important, je vais être beaucoup plus tenté de le bluff catcher, même face à ce type de mise qui ressemble assez, assez, assez systématiquement à des value bets. Donc ici, il y a ce 3 suited, c'est une main qu'on peut 3-better face à des joueurs assez tight sur les 3 bets et qui où on aura une partie, enfin c'est essentiellement une main qu'on va semi-bluffer pré-flop, mais contre un joueur qui défend pas mal sur les 3 bets, soit en 4 bettant, soit en flattant. Je pense que c'est une main beaucoup moins intéressante à 3-better, sachant qu'on sera assez régulièrement dominé sur l'aspect carte haute. Donc en bas à gauche, j'ai checké et abandonné le pot. Je pense que c'est standard face à un joueur assez calling station sur la gauche et en multi-way. Alors ici, je vais revenir sur la main en haut à droite. Donc où j'ai défendu au big blind 8-7 offsuit. Alors ça peut paraître une défense vraiment très très light, mais je pense que c'est évidemment pas une défense que je ferais contre un joueur standard qui ouvre à 3 big blind, même à 2,5 je pense. C'est un joueur assez serré pré-flop. Mais ici on est face à un joueur qui mine raise au bouton avec un range extrêmement large. Donc trop folder de big blind serait une erreur. Après on peut se dire quelle est la stratégie optimale à adopter, quelle est la défense optimale à adopter face à ce type de joueur. Je pense que 3-BT avec un range assez large serait une erreur. Et je pense que on doit garder un range de 3 bêtes essentiellement pour valeur face à ce type de joueur qui va encore une fois flatter, voire 4-BT assez régulièrement. Donc l'idée d'une défense, c'est évidemment pas de jouer fit or fold post-flop, c'est faire pas mal de check raise post-flop sur des boards où on a une default equity assez décente. A priori, c'est pas le genre de joueur qui 3-bet avec R extrêmement souvent, en tout cas d'après mon expérience. Donc je pense que le défendre avec l'intention de check raiser pas mal de flops et une stratégie assez intéressante avec des mains très très marginales comme celle-ci. Et c'est une ligne qui est très peu coûteuse en termes de risk-reward, sachant que on fait face à des mises très très faibles, que ce soit pré-flop ou post-flop. Donc si on a un short stack, pas tout à fait à 10 big blind, assez loose pré-flop, donc je décide de partir à tapis. Je pense que il n'y a pas trop de choses à dire là-dessus. Encore une fois,
il est possible qu'il soit beaucoup plus serré que ses stats l'indiquent, vu le sample, mais dans l'ensemble, je pense que c'est une bonne stratégie d'essayer d'extrapoler les stats plutôt que de pas du tout en tenir compte quand le sample est faible. Là encore, un squeeze vraiment standard ici avec Asvalis suited face à un joueur extrêmement loose qui ouvre UTG. Je pense que c'est le genre de squeeze qui est vraiment important. Essayer de profiter le maximum du joueur médiocre ici qui va flatter pré-flop avec un range très très large, même sur un squeeze alors qu'il a ouvert UTG. Et Positive Mood décide de chauver, ce qui est super super étonnant. J'avoue que j'ai vraiment beaucoup de mal à le mettre sur un range, même a posteriori, après avoir revu cette session. D'un côté, je pense qu'il y a plusieurs effets contradictoires. D'un côté, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de slow player des grosses mains face à un joueur aussi loose passif qui risque de flatter énormément de 3 bêtes, même hors de position. D'un autre côté, je pense que il est censé respecter mon squeeze précisément pour ces raisons-là, c'est-à-dire que j'ai vraiment aucune raison de squeezer en bluff, sachant qu'il y a un joueur très très loose passif qui a ouvert UTG, qui va flatter énormément souvent mes squeezes. Donc bon, malgré tout, As-Valet, je pense, est trop fine pour pouvoir folder ici, pour pouvoir coller ici, sachant qu'il peut éventuellement avoir As-Dame. Typiquement un range assez standard de back raise dans cette situation, c'est paire de 9, paire de valet, As-Dame, ou auquel cas évidemment le call avec As-Valet serait assez horrible. Le problème, c'est que j'ai du mal à croire qu'il ne reste pas As-Dame pour value ici face à un tel joueur. Ça serait un range un peu plus standard face à un joueur assez serré qui ouvre UTG et un squeezer très très light qui tient pas vraiment compte des ranges pré-flop et qui adore squeezer light. Malgré tout, je pense que son range est peut-être plus light que ça ici, mais ça reste comme j'ai dit assez étonnant, sachant qu'il est censé respecter mon squeeze dans cette situation. Peut-être qu'il a plus de grosses mains que ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est-à-dire qu'il a décidé de slow player, sachant que les stacks étaient pas énormes, qu'il avait quand même pas mal de value post-flop avec des grosses mains. Je reste assez perplexe sur son shove ici. Il n'est pas impossible que As-Valet ait un call. Je pense qu'avec As-Dame j'aurais collé dans cette situation. Et donc j'ai fini par folder sans avoir trop d'idées précises de son range ici. Il est possible qu'il ait simplement qu'il soit en mode multitable massif et qu'il n'ait pas tenu compte du fait que ça soit un joueur très très faible UTG et qu'il ait une main type paire de valet dans cette situation, qui décide de chauver en back raise. Je pense que c'est sans doute une des meilleures explications sur ce shove. En tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous dis très bientôt sur les forums. N'hésitez pas pour vos remarques et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.